j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais promis de vous filmer depuis maintenant des mois, c'est-à-dire depuis la période où je pensais moi-même entrer en formation d'auxiliaire de puériculture. Il se trouve que voilà, les choses ont un petit peu changé pour moi depuis ce temps-là, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo puisque je sais que parmi les personnes qui me suivent, il y en a quand même beaucoup qui vont entrer en formation d'AP en septembre, ou en tout cas qui aimeraient entrer en formation d'AP à l'avenir. Donc je me dis que ça peut être sympa pour vous et en plus que ça peut vous être utile puisque comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire l'interview d'une auxiliaire de puériculture qui s'appelle donc Mademoiselle Titi, c'est le nom de sa chaîne, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je la remercie énormément d'avoir accepté de répondre à mes questions puisque c'était pas évident du tout de trouver une auxiliaire de puériculture qui a accepté d'être filmée et voilà, d'être diffusée sur YouTube, etc. Donc merci à toi. Je vous invite du coup fortement à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. En gros, elle est auxiliaire de puériculture depuis 2018. Elle a travaillé un moment en crèche au début de sa carrière et maintenant ça fait quelques temps qu'elle est en maternité. Du coup je vous avais demandé sur Instagram il y a quelques temps si vous aviez des questions à lui poser, j'en ai reçu pas mal et donc j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissaient pertinentes pour faire cette vidéo. En gros j'ai organisé les questions autour de 3 grandes catégories. La première c'est des questions sur la formation, ensuite des questions sur le métier en lui-même et enfin sur le parcours personnel de l'auxiliaire de puériculture qu'on va du coup questionner. En tout cas j'espère que l'idée vous plaira, on commence tout de suite. Alors la première série de questions concerne directement la formation et la première personne te demande si tu as trouvé la formation difficile, que ce soit au niveau des cours, au niveau de la charge de travail, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Concernant donc la difficulté sur la formation d'auxiliaire de puériculture, elle peut être difficile car cela dépend bien sûr du niveau de chacun, de son investissement personnel. Moi, n'ayant aucune connaissance dans la petite enfance, je pense avoir plus de difficultés que les personnes qui avaient déjà un CAP petite enfance. Après, je me suis beaucoup investie dans la formation, je révisais chaque soir, je posais des questions en cours, également en stage. Si on travaille un minimum, on peut obtenir facilement le diplôme. Mais attention, le diplôme, ça se valide par des modules. Donc si on rate un module, eh ben, il n'y a pas de diplôme. Il est possible de valider des modules sur plusieurs années, mais cela a un coût. Il me semble qu'à Paul Strauss, par exemple, s'il fallait valider un module, il me semble qu'il fallait rajouter de 500 à 1000 euros. Et apparemment, certains modules montaient à 1500. Donc à vérifier hein, les informations. Moi déjà, ça date de 2018, donc savoir si c'est toujours la même tranche de prix, si ça marche toujours pareil. Donc à se renseigner, bien sûr, moi je vous dis ça, c'était à mon époque quand je l'ai passé. Ensuite, deuxième question concernant le matériel à acheter et surtout pour les stages. On a une fille qui se demande du coup qu'est-ce qu'il faut acheter pour les stages. On entend beaucoup parler de thermomètres, de montres, de chaussures particulières, etc. Qu'est-ce que toi tu as acheté et qu'est-ce que tu recommanderais du coup d'acheter aux personnes qui rentrent en formation en septembre? Concernant le matériel pour la formation, j'ai acheté donc des chaussures pour les stages. J'ai également pris auprès de l'école des tenues d'hôpital. Donc faut voir avec votre école si ils vous en proposent. Il faut voir s'ils ne vous en proposent pas de vous en procurer. Donc vous pouvez normalement en trouver sur le Bon Coin ou sur les groupes concernant les auxiliaires de puériculture, sur les formations d'avant. Je sais que certaines élèves en vendent. Pour les thermomètres, donc non, il ne faut pas avoir de thermomètre propre à nous. Enfin je sais que moi l'établissement ne voulait pas, il voulait qu'on travaille avec le matériel de l'établissement. Bien sûr, ils sont désinfectés avant et après chaque utilisation. Il faut un badge. Moi, j'avais un badge, donc c'était surtout à l'hôpital. Parce qu'en crèche, c'est un peu plus risqué parce qu'on prend les enfants avec nous. Le badge, il faut faire attention, ça peut s'agripper et tout. Mais à l'hôpital, j'avais un badge avec mon nom, mon prénom et mon statut. Donc on met élève auxiliaire ou stagiaire. Mais je crois que c'est plus EAP, élève auxiliaire de puériculture.
sac pour nos affaires, et aussi j'ai pris un carnet pour des prises de notes. J'avais toujours un petit carnet avec moi pour chaque stage que je faisais. Donc si j'avais des questions, je les mettais dedans, je les posais mes questions, du coup je mettais les réponses, je mettais les mots qui revenaient par exemple souvent, ou des définitions que je savais pas ce que ça voulait dire, et ben je notais. Même sur mes petits carnets, je commençais aussi à préparer mes MSP. Donc voilà, c'est important d'avoir un moyen où on peut écrire dessus, ou tiens on pense à quelque chose, hop on marque direct dessus. Donc au niveau du matériel, je pense que j'ai fait le tour pour moi et pour les questions qui m'ont été posées. Si vous avez d'autres questions au sujet du matériel ou des livres, n'hésitez pas. Ensuite, troisième question qui est aussi beaucoup revenue, est-ce qu'on prend en formation auxiliaire les cours de puériculture à la main ou à l'ordinateur? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et pareil, est-ce que si c'était à refaire, tu referais la même chose ou non? Et surtout, pourquoi? Donc moi, dans mon école, j'ai vu les deux. Moi, ce que j'ai à vous répondre, vous prenez ce que vous voulez là où vous êtes le plus à l'aise. Pour ma part, je choisissais à la main. Mais j'avais des camarades de classe qui étaient avec leur ordinateur et qui prenaient les cours. Aussi, on a des cours où c'est donné en polycopié. Ensuite, quatrième question intéressante, on a une personne qui se demande si pendant la formation on travaille les modules les uns à la suite des autres, ou bien si on mélange un petit peu les modules, si on voit plusieurs choses en même temps. Pour ma part, à Paul Strauss, on travaillait la semaine sur différents modules. Par exemple, on pouvait très bien avoir le lundi matin un cours sur le module 1 et l'après-midi un cours sur le module 3. Ensuite, mardi, on pouvait très bien avoir un cours sur le module 2 et l'après-midi un cours sur le module 1. Donc nous, c'était vraiment mélangé. Par contre, à Niort, il me semble, je crois qu'il travaillait par exemple 2 mois sur le module 1. Après, les mois suivants, c'était 1 mois et demi sur le module 2. Il se concentrait vraiment sur un module. Donc je ne sais pas si c'est toujours la même façon de travailler à Niort. Mais en tout cas, à l'école à Paris, à Paul Strauss, dans la semaine, nos modules étaient mélangés. Très bien, on va pouvoir passer cette fois à la deuxième série de questions qui concerne cette fois-ci directement le métier d'auxiliaire de puériculture. Et donc la première personne te demande s'il est facile de trouver un emploi en tant qu'auxiliaire de puériculture en sortant de formation. Alors tout va dépendre de votre lieu d'habitation. Pour ma part, j'ai fait ma formation à Paris, mais sinon je suis de province. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'à Paris, ils vont autant recruter en hôpital qu'en crèche. Ils en recherchent beaucoup, c'est normal, il y a une population dense. Donc voilà, vous avez plus de chances d'être recruté à Paris. C'est vrai qu'en province, donc selon où vous habitez, ça va être plus difficile de trouver un poste à l'hôpital. Et en plus, à l'hôpital, généralement, c'est souvent des CDD qui sont signés. Pour avoir un CDI, c'est un peu plus compliqué. Il faut peut-être aussi des fois changer d'objectif à la fin de la formation. Par exemple, moi, quand j'ai fait la formation, je voulais être auxiliaire de puériculture en maternité. Quand je suis revenue dans ma région, déjà la formation d'auxiliaire de puériculture m'avait coûté de l'argent. Donc il fallait que je renfloue les caisses. Sachant aussi que c'était pas forcément facile de trouver un poste à l'hôpital, que c'était pas forcément stable. Moi j'avais pas forcément envie qu'on me dise bon bah voilà je vais travailler 6 mois dans un endroit et qu'on me dise bon bah salut on n'a plus besoin de toi. Donc je me suis dit bon bah je vais me trouver un poste en crèche. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un poste en crèche privée, un CDI. Donc comme ça m'a permis d'avoir un salaire fixe, d'avoir un métier du coup stable. J'étais sûre de ne pas être virée au bout de 6 mois. Et cela m'a permis aussi de me faire une expérience. Donc presque au bout de mes 1 an de crèche, j'ai fait une recherche pour aller en maternité. Donc c'est vrai que mon objectif premier c'était d'aller en maternité. J'ai commencé par la crèche, mais parce que j'avais telle et telle raison avant que je ne pouvais pas y aller. Et ensuite j'ai pu atteindre mon objectif en trouvant un poste en maternité.
Deuxième question, c'est aussi une idée qui revient beaucoup. On te demande si c'est vrai qu'une auxiliaire de puériculture a davantage de chances de travailler en crèche et qu'il est beaucoup plus dur de trouver des postes dans d'autres établissements, par exemple à l'hôpital, etc. Donc est-ce qu'une AP a plus de chances d'être recrutée en crèche qu'en hôpital? Oui, car en hôpital, ils ont tendance à rechercher les deux statuts. Je parle de deux étiquettes sur une personne, c'est l'étiquette d'auxiliaire de puériculture et l'étiquette d'aide-soignant. Pourquoi? Si on a les deux étiquettes, cela va permettre d'être présente dans plusieurs services quand il y a des arrêts de travail ou une surcharge de travail. C'est pourquoi une AP a plus de chances d'être recrutée en crèche si elle a que cette étiquette-là. Si vous avez l'étiquette AP et AS, vous avez plus de chances d'être recruté à l'hôpital. Ensuite, je sais que tu travailles en maternité, donc ça tombe très bien. Il y a une personne qui te demande si tu peux nous expliquer en quoi consiste le travail de l'auxiliaire de puériculture en maternité. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire une journée ou une nuit type? Donc le rôle de l'AP en maternité, de ce que je connais et de ce que je vis au quotidien, moi je suis polyvalente, c'est-à-dire que je peux travailler en suite de couches, mais je peux également aussi travailler en salle de naissance. Un jour je peux être en salle de naissance et l'autre je peux être en suite de couches. En suite de couches, donc le rôle de l'AP, ça va être d'accompagner les parents à faire connaissance avec leur bébé, montrer les soins, surveiller si l'allaitement se passe bien, être à l'écoute. En salle de naissance, l'AP va assister la sage-femme pendant l'accouchement. Elle va aider pour les consultations et va faire du ménage, donc remettre en ordre la salle d'accouchement après que la maman soit remontée ensuite de couche. Je vous invite à regarder ma vidéo où j'explique une nuit type ensuite de couche. Voilà, ça vous donnera quelques précisions en plus si ça vous intéresse. Pour une journée type d'une AP en salle d'accouchement, elle va aider aux consultations, elle va préparer la salle d'accouchement, aider à l'accouchement, nettoyer la salle d'accouchement et remettre en ordre pour un futur accouchement. Elle va s'occuper des bébés qui sont nés, donc elle va faire le poids, la taille, le périmètre crânien, lui donner sa vitamine K, le collyre. Et elle va aussi donc descendre des bilans au laboratoire que la sage-femme elle a prélevé, par exemple si elle a prélevé des tubes sanguins sur la maman, et ben elle peut nous demander d'aller au laboratoire pour les emmener. Et si c'est calme en salle de naissance, la sage-femme et l'auxiliaire vont dans le service en suite de couche pour pouvoir aider leurs collègues. Je vous invite à aller voir aussi une vidéo sur ma chaîne pour que vous voyez donc le rôle de l'AP en suite de couche. Il y aura plus de détails, je pense. Et enfin, dernière question de cette série, on a une personne qui aimerait connaître cette fois-ci le rôle et les fonctions de l'auxiliaire de puériculture dans un service de PMI, donc de protection maternelle et infantile. Alors le travail de l'AP en PMI, donc moi j'ai découvert la PMI en stage, donc j'ai fait un stage de 4 semaines. C'était vraiment un endroit où je voulais aller en fait, ça m'intriguait de savoir quel était le rôle de l'AP. Ce que j'en ai retenu, donc je pense que j'ai pas tout vu, mais parce que en 4 semaines on peut pas forcément tout voir. Donc c'est de suivre les parents qui en ont besoin pour des conseils, donc d'allaitement, d'alimentation, du soin du bébé, de la santé du bébé. On assiste le médecin lors des visites pour des vaccins, donc vérification du poids, de la taille, de la motricité, des dents. Il y a aussi une visite qu'on fait à l'école, donc c'est une fois par an.
Donc c'est pour évaluer en fait les enfants, voir si tout va bien au niveau de leur langage, au niveau de leur motricité, au niveau de la vision. Donc c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé quand on allait voir les enfants à l'école. Aussi on recense donc les naissances à la maternité et aussi on peut suivre donc des familles qui sont en difficulté. Et enfin, dernière question un petit peu plus personnelle puisqu'elle concerne ton parcours à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de passer de la crèche à la maternité et du coup si après coup il y a un des deux établissements que tu préfères? Alors pourquoi je suis partie de la crèche pour aller à l'hôpital? Donc je suis partie de la crèche car pour moi en crèche je trouve que c'est routinier alors qu'à l'hôpital il n'y a pas cette routine. En plus de ça à l'hôpital je trouve qu'on a plus de responsabilités. Et le lien est différent avec les parents. Ce que je trouve intéressant c'est de voir par exemple une maman arriver qui est enceinte la veille et que le lendemain on la voit avec son bébé. Aussi je trouve que le salaire est plus important. Et au niveau du travail, donc moi je travaille en 12 heures. Donc c'est pas la même organisation qu'en crèche où je travaillais 7-8 heures et 5 fois par semaine. Là en fait vu que je travaille en 12 heures, je peux très bien faire 2 nuits de suite et après être en repos pendant 4 jours et avoir ma prochaine nuit après. Donc voilà, l'organisation n'est pas la même. Au niveau des vacances, ce n'est pas pareil non plus. En crèche, donc j'étais en crèche privée, donc après cela dépend si vous êtes en crèche privée ou en crèche publique, mais pour ma part, j'avais le droit à 25 jours de vacances et certaines semaines étaient imposées. Par exemple, si la crèche fermait 2 semaines en août, et ben on nous donnait ces 2 semaines en août, alors que ça ne nous arrangeait pas forcément, mais on était obligé de les prendre. Et pareil pour Noël, elle fermait une semaine à Noël, et ben on était obligé de prendre cette semaine-là. Alors qu'à l'hôpital, on peut quand même poser un petit peu comme on veut, car l'hôpital ne ferme pas, bien sûr dans la limite du raisonnable. Certains collègues ont des contraintes et tout ça, donc on essaie quand même de s'arranger, donc ça c'est bien aussi. Je sais pas si je vous ai dit, à l'hôpital j'ai le droit à environ 45 jours avec les vacances, jours fériés et RTT. Il faut faire attention par contre, on a plus de responsabilités, donc en salle de naissance surtout, il faut être réactive, il ne faut pas avoir peur de la vue du sang ni de la mort. Voilà, donc ça c'est un point que je voulais aborder parce que bien sûr en maternité on est content quand il y a les bains, quand il y a une naissance, voilà, c'est un moment heureux. Après tout dépend des contextes aussi, mais voilà, il faut faire attention, qu'il faut bien se rendre compte que on a plus de responsabilités, que des fois il faut intervenir dans l'urgence, qu'il y a des cas pas forcément très drôles, donc voilà. Et aussi donc comme je vous disais, il faut pas avoir peur de la vue du sang, parce que quand il y a des accouchements il y en a, quand il faut quand les femmes font des hémorragies, quand il faut aller chercher le placenta, voilà, faut quand même avoir le cœur accroché. Donc je voulais vous dire cette petite parenthèse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça aura pu vous être utile, que voilà, ça vous aura peut-être permis d'avoir des réponses à certaines de vos questions. Si toutefois vous avez encore des questions ou des précisions à demander à cette auxiliaire de puériculture, je rappelle que je mettrai dans la barre d'infos sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Elle m'a dit qu'elle serait ravie de vous répondre, donc n'hésitez surtout pas à la contacter. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si ça vous a plu et vous abonner à ma chaîne et à celle de Mademoiselle Titi pour avoir d'autres vidéos un petit peu autour du même style. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram, je vous mettrai le nom juste là. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!